Au nord de Strasbourg, un fort datant du XIXe siècle se trouve dans une zone militaire interdite au public et sous la responsabilité du 2e régiment de hussards. Cet ouvrage, c'est le fort Ney, autrefois appelé Franzeki par les Allemands. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation allemande, la Luftwaffe avait complètement transformé cet ancien ouvrage d'artillerie en un laboratoire classé secret. En février 1944, l'aile ouest est confiée à un professeur en biologie, Otto Bickenbach, pour réaliser les essais d'un antidote sur les effets du gaz de combat phosgène. Lors de la libération de Strasbourg en novembre 1944, la mission secrète américaine Alsos mène des investigations dans ce laboratoire. Aujourd'hui, avec Jean-Baptiste et Didier, et avec en main les archives du rapport de cette mission, nous avons tenté de comprendre sur place les activités qui se sont déroulées ici à la fin de la guerre. C'est avec l'accompagnement et l'autorisation exceptionnelle de l'armée que nous avons pu pénétrer dans ce lieu interdit d'accès. Pendant notre progression dans l'ouvrage, vous pourrez nous suivre grâce à la carte et le petit point rouge sonar. Nous entrons au niveau du rez-de-chaussée de l'aile ouest de l'ouvrage. Nous nous trouvons maintenant dans le laboratoire du professeur Bickenbach. Tu vois là déjà il y a une première table. Ouais, une paillasse. Une première paillasse de laboratoire dans ce couloir. Alors pourquoi dans ce couloir? Elle a été déplacée sûrement. Ouais. En tout cas c'est une table, c'en est une du laboratoire. Là au rez-de-chaussée, on a des pièces en enfilade, hein, donc l'ancien casernement. Tu vois encore en haut là? Oui. Les chemins de câbles, enfin les supports de chemins de câbles, le chauffage central avec encore l'isolation, là, les tuyaux en blanc. Et là, les paillasses en place. Il y a encore des vieilles prises électriques là. Oui. En bakélite. Ici on a une pièce à peu près similaire. Ouais. Il y a alors plusieurs... Ah là, on change de registre. Ouais. Alors à ton avis? Je vois des... Moi j'ai la réponse. Ah, on a quelque chose qui se rapproche d'une étable, donc certainement en rapport avec les animaux. Mais ouais, et ben exactement. On voit des rigoles en fait. C'est exactement ça. Ici tu vois les supports encastrés dans le mur là. Ces rails là, ça servait à fixer des cages pour les animaux. Donc ici Bickenbach, il entreposait en fait ces cobayes animaux, des chats, des chiens principalement. Et ben on suppose que ici les déjections pouvaient tomber par gravité dans le bac. Et il faisait couler l'eau pour faire écouler tout ça vers le tout à l'égout là, hein, ou vers la fosse. Donc on peut imaginer le nombre de caches qu'il pouvait y avoir au mur là. Et ces pauvres animaux qui allaient être maltraités dans ce laboratoire, il y en a énormément. Il n'y avait pas de débat à l'époque sur l'expérimentation animale, là c'est clair.
Allez, on va faire un peu le parcours du combattant. Mm. Ici, les soldats français ont aménagé aussi Ouais. cette partie pour faire leur parcours. Et là, tu vois, il y a le mont de charge. Je pense que c'était l'ancien mont de charge là, pour monter les munitions vers, Oui. vers le niveau supérieur. Au niveau supérieur de l'édifice. C'est quoi ça? Un brasero. Un fourneau. Il est d'époque celui-là. Il y a un marquage devant. Ah ouais. Ça fait vraiment penser à une poudrière aussi. Là. Ouais, bah ici, ils assemblaient les obus en fait, avant de les D'accord, monter oui. au mont de charge. D'accord. Tous les forts bilaires de l'époque sont faits à peu près de la même façon dans la cette ceinture de fonction de Strasbourg. distribuer de l'artillerie Voilà, en toiture. en toiture, d'accord. Intéressant là, tu vois les douches. Ouais. Donc ça, c'est sûrement pour le personnel. Hein. Niveau sanitaire. Il y avait énormément de laborantins, là, de personnel pour ce labo. Ça permettait de se laver les vestiaires. Quoi. Les mitigeurs de l'époque, Ouais. Ceux-là, ils sont collectors. Hein. peut-être du gros ouais. Peut-être. Celui-là, il est mieux. Il est sympa, celui-là. Il y a encore molette. Ouais, c'est en super état là. Hein. C'est en super état et c'est l'avantage d'avoir la chance de visiter un site comme ça, qui est encore propriété de l'armée. Voilà, et qui est fermé. Ça évite le vandalisme. Otto Bickenbach est né le 11 mars 1901 à Ruppichteroth, près de Cologne en Allemagne. En 1920, après une formation militaire, il étudie la médecine. De 1928 à 1934, il est médecin assistant à l'hôpital universitaire de Munich. En 1933, il adhère au NSDAP, le parti nazi. Et en octobre, il rejoint les SA, l'organisation paramilitaire du parti. Puis, en 1934, il obtient le poste de directeur adjoint de l'hôpital universitaire de Fribourg, tout près de la frontière franco-allemande, où il s'implique grandement pour l'expulsion des scientifiques juifs. En 1938, il passe son agrégation à l'université de Heidelberg. Et pendant la guerre, il gravit les échelons jusqu'à prendre la direction de la polyclinique de la Reichsuniversität de Strasbourg. Enfin, il devient le directeur du département de biologie de l'Institut de recherche médicale à la faculté de médecine de Strasbourg. Il s'intéresse particulièrement à la recherche pour le traitement des effets dus aux gaz de combat. Ouais, c'est étroit là. Oui, pour moi aussi. Ah ouais, là, c'est tout de suite moins rigolo maintenant. Oui, là, il n'y a pas, Je pense pas que d'équivoque sur l'utilité et l'emploi de cette, une table table. une table de dissection. Alors, évidemment, il n'y a pas de preuve sur l'expérimentation sur les humains dans le laboratoire, mis à part sur le professeur lui-même, le professeur Bickenbach. Par contre, cette table me laisse un peu perplexe, on va dire, sur sa taille Oui. pour un chat ou un Ça chien. Bon, Oui, ça t'évoque plutôt des dimensions, on va dire, humaines, quoi. Hein. ouais. On va prendre les mesures. D'accord. On va juste faire le stop laser avec ça, tu vois. Déjà en longueur. Je plaque. On a 1,90 m.
1m90. Donc, Donc tu fais rentrer très surtout qu'à l'époque, dans facilement, les années 40, ils n'étaient pas les chose gens, grand. 1m90 devait être vraiment le standard pour, je pense, ce genre de table. Voilà, en tout cas, c'est assez étrange. On va la prendre aussi en largeur quand même. Comme ça, on va archiver ces mesures. Parce qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'y revenir. 60 ou 75. 75. 75 cm. Ouais, avec l'évacuateur. Enfin bon, il n'y a pas de. Ah, là, t'as le trou d'évacuation. D'accord. Non, non, elle penche de ce côté. Elle penche, hein, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, ça s'évacue à travers le pilier. Ah oui. Ok. Alors dans le fort, il y a plusieurs sas de décontamination. Et attends. T'as vu, c'est pareil, ces plans inclinés. T'imagines quelque chose, une partie discrète du fort quand même? On est Ah, ici on est bien caché. dans un recoin. Allez, on continue. Le phosgène avait causé de nombreuses victimes pendant la Première Guerre mondiale. Jusqu'en novembre 1944, le professeur Bickenbach va s'employer à tester un médicament à base d'urotropine pour contrer les effets du gaz et empêcher les œdèmes pulmonaires. Ses recherches l'amènent à travailler au camp de concentration du Struthof en Alsace, où il doit collaborer avec le sinistre docteur en anatomie August Hirt. Hirt était entre autres responsable de la mort de 115 juifs sélectionnés au camp d'Auschwitz pour constituer une collection de squelettes et ainsi prouver une prétendue infériorité raciale. Seulement 86 survivent au voyage jusqu'à Natzwiller, où ils seront gazés au Struthof. Lors de la libération, les 86 victimes seront retrouvées dans les sous-sols de la Reich-Universität de Strasbourg. T'as vu JB là? Ce départ là, ce tunnel, c'est une galerie de contre-mines. Donc en cas d'attaque ennemie, à l'époque de la guerre des mines, ils avaient prévu des galeries de contre-mines. Si jamais ils devaient se faire miner, placer des explosifs au bout, ils écoutaient l'ennemi arriver. S'ils étaient proches de la galerie de contre-mines, ils faisaient tout péter. Ici c'était fermé. Là on pouvait évacuer les souffles tranquillement et eux ils étaient condamnés dans leur galerie. Camouflés. Il y avait encore deux grands bacs, deux grands éviers, tout proche de la table d'autopsie aussi. Une belle porte blindée là, de l'époque du fort, de la construction du fort. On a quand même comme quelques cages ici qui étaient installées.
On voit bien le réseau encore en dessous, toute la tuyauterie. Tu vois même encore le téflon ou le chanvre pour faire les joints. Ah, la filasse. La filasse, oui. Ouais. Là, tu vois, ça, c'est une douche de décontamination. Et alors, il y a un plus petit conduit D'accord. qui arrive aussi en toiture du fort. On a les 2 grandes cheminées pour les chambres à gaz et on a un petit conduit. Ah, peut-être qu'on va le trouver. Et ici, il devait sûrement faire des expériences sur les animaux déjà contaminés. Donc ces chambres étaient étanches. Et après, les médecins, les professeurs avaient la possibilité de se décontaminer dans les douches qui étaient à côté. D'accord. C'est vrai qu'il y a un système de ventilation là, Oui, toujours. qui a été démonté. Par contre, là, on commence à voir l'importance de la lumière naturelle. Là, on est dans l'axe du soleil, on voit une belle lumière qui baigne la pièce. Là, on comprend l'intérêt de l'agrandissement des pieds. Oui, exact. De la fenêtre. Parce que là, la pièce d'à côté, elle, est vraiment dans la pénombre. Là, c'est encore un sas de décontamination. C'est ici dans l'un des sas de décontamination à côté qu'ils avaient installé un microscope Siemens électronique, un des premiers Qui fabriqués devait être à la pointe à l'époque. de la technologie. Hirt et Pickenbach ont donc la possibilité d'obtenir au camp de Natzwiller des cobayes humains pour plusieurs de leurs expérimentations. Mais les 2 hommes se détestent. Et suite à de nombreux conflits, Hirt obtient que Pickenbach soit expulsé du camp. Pickenbach demande alors un soutien à son ami, le docteur Karl Brandt, alors commissaire général pour la santé et donc directement sous les ordres d'Hitler. Pickenbach reçoit un financement de 25 000 Reichsmark pour continuer ses recherches sur les effets du gaz phosgène et obtient un nouveau laboratoire dans l'aile ouest du fort Franzeki à Strasbourg. Il y fait reproduire une chambre à gaz aux dimensions de celle du Struthof et une plus petite adaptée pour les animaux. Il y fera de nombreuses expériences sur des chats, des chiens et des singes. Dans le laboratoire du fort de Strasbourg, il continue à préparer ses dosages et ses expérimentations en vue de revenir un jour au Struthof et ainsi pratiquer à nouveau sur des êtres humains. Voilà, on y est. Dans ces fameuses ces 2 chambres à gaz qui ont été installées là à l'étage. Oui, c'est impressionnant quand tu penses à l'usage, quoi, voilà. C'est étrange de se retrouver là. Ouais, bon, on a toutes les fonctionnalités quoi, de ce type d'équipement, quoi. Là-bas, donc il y en a une plus petite. Oui. Le professeur il en a fait installer 2. Donc ici on voit clairement que c'est pour des animaux et là c'est une proportion Oui, quand même. qui laisse plus penser à mettre des hommes à l'intérieur, même si apparemment aucune expérimentation sur l'homme a été faite, mis à part sur le professeur lui-même. Mais ça va nous permettre là maintenant, comme on est ici, d'utiliser les archives qu'on a pu retrouver là, sur le rapport Alsos. Oui.
et vérifier les cotes. Les relevés que la mission a réalisés à l'époque. Ouais. Ok. Allez, on va vérifier ça. En réalité, il est peu probable que des expérimentations sur l'homme aient eu lieu dans le fort Franzeki. Aucun document donné par un haut commissaire n'a été retrouvé et aucun témoignage ne l'atteste. De plus, le lieu était peu surveillé. Des prisonniers russes étaient chargés de la surveillance des accès et de la défense anti-aérienne. Mais il leur était strictement interdit de pénétrer dans l'ouvrage. Dans le laboratoire, les chambres à gaz avaient des cages fixées au plafond pour accueillir des animaux. Et le vitrage, malgré qu'il soit armé, pouvait difficilement résister à un homme en bonne santé qui viendrait foncer dessus dans un dernier élan de survie. Alors regarde JB, tu vois, avec la photo d'époque qui a été retrouvée par les Américains lors de la mission Alsos, on voit clairement le laboratoire avec à gauche la petite chambre à gaz qui est là et à droite ici sur la photo on voit là, tu vois, c'est celle-là. Donc la photo permet de constater que au fond on avait la fenêtre, un radiateur en dessous et une paillasse, en tout cas un bureau pour travailler. Avec quelque chose qui ressemble à une étuve et un petit bureau aussi avec une chaise juste là. Juste là, une petite table. Ici, le plan de travail ou un plus grand bureau. Et le radiateur sous la fenêtre. On voit encore les supports là. Ici, encore les supports. Mais un homme a quand même été gazé ici, le professeur Bickenbar lui-même. En avril 1944, ses assistants, le docteur Helmut Ruhl, étaient chargés de mesurer la concentration du phosgène dans la chambre, et le docteur Fritz Leitz, protégé par un masque à gaz, lui aurait réalisé des prises de sang pendant l'inhalation du gaz par le professeur Bickenbar. S'ensuivit toute une série d'exercices de flexion jusqu'à l'épuisement. Bickenbar aurait continué à l'extérieur par une course d'une demi-heure sur un terrain difficile. Bien entendu, la dose administrée était bien inférieure à celle reçue par les prisonniers au Struthof. Donc là, j'ai le plan de l'époque de la mission Alsos. Avec les cotes. Ouais. Et on va juste vérifier si ça correspond. Donc c'est en pieds et en pouces là, hein, D'accord, oui. forcément. Alors, le laser, je l'ai là. On va faire les dimensions intérieures de la chambre. Il va falloir que tu te mettes de l'autre côté, comme ça. Bouge pas. Donc 3 mètres, 162. On va prendre comme ça, là c'est bon, je vais y arriver tout seul, Oui. puisque c'est fermé. On a 4 mètres 013. Et au plafond, on a 2 mètres 013. Ok. On passe à la petite. La petite. Là, si tu peux te mettre là. Voilà, c'est parti. On a 2 mètres 630. Comme ça.
On a 0,913 Ouais. et en hauteur, on devrait avoir 1,20 m ou 1,50 m. 0,579. Si on regarde bien, la grande pièce, la grande chambre à gaz, ici, Ouais. ici c'était vitré, hein. Seulement il y avait le feuillard en métal, hein, c'était comme une vitre blindée finalement. Les équipements qui apparaissent également. Ouais. Là on a Les robinets. les robinets. Pour ouvrir le gaz. Ici les diffuseurs. Ça c'était l'arrivée d'air neuf. Donc comme la pièce était étanche, il y avait des joints là. On fermait la pièce, c'était étanche. On envoyait le gaz par ici. À la fin, pour l'évacuer, on envoyait de l'air neuf pour mettre tout en surpression. Donc forcément l'air devait partir par quelque part. Et on partait par là, hein, par le conduit de cheminée, l'extracteur qui était au-dessus. Donc il y a une photo de la mission qui nous montre cet extracteur par le dessus. Et ce plan il nous dit quoi encore? Au plafond, il y avait des lampes, Ouais. 2 lampes là. Ça devait être puissamment éclairé. Là, ici et ici. Et là, tu as encore 2 prises électriques qui étaient situées dans la cage, qui étaient fixées là. Tu vois, les 4 supports là. Là, il y a une cage. Donc, ils devaient mettre un animal peut-être là-dedans. Alors, ces 2 prises électriques, je ne sais pas à quoi elles pouvaient servir. Et là, on a encore une chose intéressante. Tu vois ça? D'après notre croquis, c'était un tube de prélèvement. Donc de l'autre côté, le scientifique pouvait mettre son élément pour prélever la teneur en gaz sûrement. Ça, on ne le retrouve pas dans le plan, dans le rapport secret Alsos. Je ne connais pas l'utilité de cette pièce. Bon, on voit bien le joint de la ventilation, là, il est encore présent sur le... Là, le joint de la ventilation, ouais, effectivement. De ce côté, ça devait être l'air neuf. Hein. Ouais. Ici, devait Pour les injecter le gaz. de nouveau les robinets Ça, c'est quoi? et le tube de prélèvement. Voilà, on le voit bien, on le voit mieux ici, le Oui, tube de prélèvement. Parce qu'il devait y avoir un embout fileté pour pouvoir le fermer. Ouais. Ici, le conduit à gauche. Alors, c'est qu'en toiture, on essaiera d'aller voir. En toiture, on a également 2 conduits de cheminée. Les fameuses cheminées qu'on voit sur des photos d'époque. Là, il y avait des interrupteurs, souvent pour les lampes ou pour les fonctions de la chambre. Si la porte étanche, c'est derrière le joint. Je suis curieux de voir à l'étage quand même. Enfin, à l'étage, sur le dessus, si on sait jamais, on peut peut-être retrouver des indices. Avec l'aide de Karl Brandt, Bickenbach obtient l'autorisation de revenir au Struthof pour de nouvelles séries d'expérimentations sur des êtres humains. Ces expérimentations donnent la mort à au moins 4 prisonniers de Tsigane, et des dizaines d'autres seront atteints sérieusement. Le 22 novembre 1944, Strasbourg est libéré par les hommes de Leclerc. Le général allemand Franz Watterode, commandant de la place de Strasbourg, vient trouver refuge au fort Franzeki. Encerclé par les Français, il se rend 3 jours plus tard au général Leclerc. Dès la capture du fort par les Alliés, la mission secrète américaine Alsos investit l'ouvrage. Ils ont atteint l'un de leurs objectifs.
La mission Alsos était liée au projet Manhattan pour le développement de l'arme atomique américaine. Son but était de récupérer toutes les informations, matériels ou témoignages à propos des recherches menées par les nazis sur la bombe atomique. Évidemment, les laboratoires dans les zones libérées étaient visés par leurs enquêtes. L'un de leurs rapports secrets fait état de 2 chambres à gaz installées dans l'une des pièces du fort. Le rapport détaille le matériel retrouvé, l'agencement, les hypothèses sur l'utilisation. Le rapport fait même mention d'un microscope électronique de la marque Siemens confié à Bickenbach pour le tester, l'un des tout premiers conçus à l'époque. Alors ici était placé l'extracteur, le moteur, son entraînement. On voit encore qu'il y a les câbles d'alimentation par le dessus, avec les boîtes de dérivation. Ici c'était sûrement les supports pour l'extracteur. Il était placé comme ça, une dérivation là, et là on a le conduit de cheminée. Conduit de cheminée qui était tubé. On voit le tubage là. Donc cet accès-là, c'était pour après rejoindre les plateformes de tir. Les plateformes de tir qui étaient sur le dessus du fort. Qui distribue de chaque côté. Ouais. Donc la ceinture fortifiée de Strasbourg, c'était ça, finalement une ceinture de feu. Ouais. Il y avait quelques canons de 10 cm, 10,5 cm, si ma mémoire est bonne ici. Et là, il y avait aussi un mont de charge pour monter les obus. Arrivé, ouais. Voilà ce qu'on cherchait. Cette cheminée, les fameuses cheminées. Elle est énorme en fait. Hein. Ouais. Alors sur la photo d'époque, il y avait un chapeau qui a été retiré là. Oui, on voit les embases. On voit les embases. Mais elle est énorme, hein. Elle fait presque un mètre d'épaisseur. Hein. Le conduit est tubé. Et il y avait une deuxième. C'est celle qu'on voit effondrée là. Effondrée là. Ouais. Okay, d'accord. Donc là, en fait, celle-là a été cassée et elle est tombée, ouais, d'accord. On voit le tubage d'ailleurs. Oui. On va redescendre, on va aller voir repasser par la cour. Oh. À la libération de Strasbourg, Bickenbach quitta la ville et fut capturé dans un hôpital militaire où il était en convalescence. Il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité par le tribunal de Metz, mais le jugement fut cassé par le tribunal militaire de Paris en 1954 et un nouveau procès le condamna à 10 ans de détention. Libéré en 1955, il réintègre le monde médical en Allemagne. Bickenbach demande alors sa réhabilitation en tant que médecin. En 1966, une commission professionnelle en RFA conclut par la décision honteuse que le docteur Bickenbach peut reprendre ses activités de médecin. Il décédera le 26 novembre 1971 à Siegburg. En quittant cet ouvrage, la visite nous laisse une sensation étrange. Mais je pense qu'il était important de rappeler les faits méconnus qui se sont déroulés dans ces murs.
Nous avons évidemment une pensée pour ces malheureux qui ont souffert et qui sont morts pour satisfaire les expériences de prétendus médecins. Bickenbach, Wagner, Waterhout. Ils ont marqué à jamais l'histoire de ce lieu. Ils représentent à eux trois les pages sombres d'une période qu'on voudrait parfois inconsciemment oublier. Mais cette histoire nous rappelle qu'elle n'est pas si lointaine et que nous devons la perpétuer, la transmettre, pour ne pas l'oublier. Nous devons la garder en mémoire.